Bonsoir. Parce qu'on va commencer la leçon. Donc, cher Yann Lequin, vous êtes le nouveau titulaire de la chaire informatique et sciences numériques. Cette chaire est le fruit d'un partenariat avec l'INRIA dont nous souhaitons qu'il se poursuive. Je suis donc très heureux de remercier la direction de ce prestigieux institut et en premier chef Antoine Petit qui le préside. Cette collaboration permet au Collège de France d'inclure au-delà des chaires permanentes, dont celle de Gérard Berry qui a proposé votre candidature, une offre d'enseignement dans un secteur d'un grand intérêt théorique. Théorique parce qu'on aurait tort de considérer l'informatique et plus largement les sciences numériques sous le seul angle de leurs applications, même si bien évidemment cet aspect pratique est très important. D'une certaine façon, nous sommes renvoyés au cas Turing, mathématicien de génie qui partit d'une question théorique, celle de la décidabilité posée en 1928 par le mathématicien David Hilbert, propose une solution algorithmique, ce n'était pas une machine, qui aura très vite des conséquences pratiques, dont, on le sait, le projet Enigma de déchiffrage des codes de communication de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Les projets développés par le Deep Thinking sont aussi initialement algorithmiques et théoriques, même s'ils peuvent s'incarner, si j'ose dire, dans des machines capables d'apprendre. De nouveau, Turing nous revient en écho, le Turing philosophe, celui donc de la revue Mind, qui, tissant la métaphore entre cerveau et machine, écrit « Dans le processus qui consiste à tâcher d'imiter un cerveau humain, adulte, nous sommes tenus de penser énormément au processus qui l'a amené à l'état dans lequel il se trouve. Au lieu de tâcher de reproduire un programme qui simule le cerveau adulte, pourquoi ne pas en produire un qui simule celui d'un enfant ?» Et il élabore sur l'amélioration du programme sur la base de son éducation, par essai et erreur, qui n'est pas sans rappeler vos propres travaux, cher Yann Lequin, sur le deep learning. Vous vous élevez à juste titre contre l'idée que vos réseaux de neurones virtuels ont leur répondant dans le cerveau, animal ou humain. Nous pouvons cependant espérer que les modèles que vous développez proposeront des cadres théoriques ou analogiques, imparfaits mais perfectibles, aux neurobiologistes. On doit craindre en effet que les meilleurs programmes de recherche sur le cerveau, qui génèrent des masses gigantesques de données, ne se limitent trop souvent à des approches bottom-up, dont certains espèrent qu'une théorie émergera, comme par miracle. Je ne fais pas là référence à la seule nécessité de classer ces phénomènes et ces données, mais à celle de les interpréter grâce à un cadre théorique évolutif. Le Collège de France, très modestement, espère contribuer à cet effort en rassemblant en un même lieu des équipes de neurobiologistes et de théoriciens. Nous avons initié cette politique en 2011 avec l'installation dans le centre de biologie de plusieurs groupes de mathématiques appliquées et serions très heureux si votre séjour parmi nous permettait d'approfondir une telle approche. Au fond, nous reconnaissons là un problème qui, puisqu'il s'agit d'évolution, nous ramène à Darwin. Le père de la théorie de l'évolution, on nous l'apprend dans son autobiographie, ce n'est que par une analogie avec les lois, entre guillemets, de Malthus, dont il prit connaissance à Londres chez son frère Erasmus, l'influence, on le sait, d'Ariette Martineau, qu'il a pu concevoir un cadre théorique propre à accueillir les innombrables données biologiques rassemblées par lui-même, en particulier au cours du voyage du Beagle, et par les nombreux naturalistes avec lesquels il a entretenu une correspondance ininterrompue tout au long de son existence. C'est assuré, monsieur le professeur, que vous allez brillamment relever le défi de cette double référence à Turing et Darwin, que je laisse la parole à Gérard Berry, qui va maintenant vous présenter. Les 6 premières années de la chaire informatique et sciences numériques, conduite en partenariat avec l'INRIA, ont été consacrées à des domaines variés de la grande science qu'est devenue l'informatique. Programmation, sécurité, algorithmique, sciences des données, imagerie médicale et conception 3D. Pour la 7e année, celle de la sagesse, nous avons délibérément choisi un sujet se situant dans le cadre de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond. Et pour le présenter, un de ses concepteurs les plus profonds, Yann Lequin. Issu de l'ESIE, excellente école d'électronique et d'informatique dont j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique, il a immédiatement choisi la recherche sur l'apprentissage automatique, à une époque où ce sujet n'était pas très populaire et progressait doucement. Les succès sont arrivés assez vite avec le format et le logiciel déjà vu de compression et de diffusion de données, de documents, dont on peut vraiment regretter qu'il ait été supplanté par d'autres outils bien moins performants. Puis la reconnaissance automatique de chèques bancaires. Yann ensuite travaillait un peu dans l'ombre à Toronto, au fameux Bell Labs,
puis à l'Université de New York. Avec quelques collègues, il a patiemment développé de nouvelles méthodes d'apprentissage dit supervisé, qu'on va voir tout à l'heure, dans des domaines très variés. Récemment, le succès est devenu clair et la communauté a explosé. Ces méthodes ont fait une percée fulgurante dans de nombreux domaines d'application, allant de la reconnaissance d'objets ou de personnes dans les images jusqu'à la traduction automatique des langues. Les algorithmes d'apprentissage profond sont très généraux. Ils sont aussi très différents des algorithmes présentés ici jusqu'à présent dans cette chaire annuelle ou dans les éditions précédentes de la chaire informatique et sciences numériques, d'où l'intérêt de les présenter maintenant. Leurs succès ont conduit la société Facebook à nommer Yann LeCun directeur de son laboratoire d'intelligence artificielle et à développer et utiliser en grand l'apprentissage profond. Je précise cependant que nous avons contacté Yann avant cet épisode, avant de connaître cette nomination. Google, Microsoft, Amazon et bien d'autres prennent maintenant le même train. Alors, revenons un peu sur la notion même d'intelligence artificielle qui a connu un développement un peu bizarre en tant que discipline scientifique. L'immense Alan Turing en a posé les fondements, comme Alain Purchamp vient de nous le rappeler, en particulier avec son fameux test sur la capacité d'un ordinateur à être indistinguable d'un homme. Puis des chercheurs comme John McCarthy et Marvin Minsky, hélas récemment disparus, ont défini des objectifs nouveaux et cherché des moyens de les atteindre. Les premiers essais ont fait croire à certains que pas mal de questions seraient rapidement réglées, allant de la perception de l'environnement à la compréhension automatique des langues, en passant par la planification en robotique, les systèmes experts, la preuve automatique en mathématiques et bien d'autres domaines normalement réservés aux hommes. Mais atteindre ou même approcher ces objectifs s'est avéré bien plus dur que prévu. Et de nombreuses promesses sont tombées à l'eau, entraînant ce qu'on a appelé les nuits de l'intelligence artificielle, ou les hivers. Pourtant, ne sous-estimons pas les effets de bord de ces recherches. Des sujets devenus majeurs et autonomes, comme le traitement d'images, l'interface homme-machine, les langages de programmation modernes ou la preuve de programme, sont nés dans des labos se revendiquant de l'intelligence artificielle. Leurs idées originales n'étaient pas à l'aise dans les labos classiques de l'époque, davantage portés sur des théories de l'algorithmique et de la programmation. Le vocable même d'intelligence artificielle, sans doute trop tentant, a un gros inconvénient, celui de permettre bien des fantasmes à ceux qui en restent à la lettre sans chercher à connaître l'état réel du sujet. C'est que sa formulation même n'est pas précise. Qu'entend-on par intelligence? Perception de l'environnement, faculté d'adaptation, faculté de résoudre des problèmes déjà posés, faculté de poser des problèmes nouveaux, créativité, faculté de construire collectivement des concepts et objets nouveaux. De quoi veut-on parler? S'agit-il de se comparer strictement aux hommes ou au contraire de profiter de la grande différence entre la biologie et l'électronique pour construire des machines capables de faire ce que nous ne savons pas faire, par exemple des additions, nous fournissant ainsi une intelligence augmentée? Bien des peurs commentées jusqu'à plus soif actuellement se fondent sur une absence d'analyse un tant soit peu précise de ces questions essentielles. Et elles oublient souvent que l'intelligence humaine est au moins autant sociale que personnelle. Par bonheur, tout le monde ne tombe pas dans le fantasme. 3 domaines précis se réclament fort justement de l'intelligence artificielle, mais sans en prétendre former l'intégralité. La perception automatique de l'environnement, d'abord, domaine éminemment technique dont les progrès vont conduire par exemple aux voitures autonomes. La résolution de problèmes combinatoires ensuite, avec ces derniers jours des succès considérables et très visibles pour le jeu d'échecs auparavant et pour le jeu de Go maintenant, et aussi dans bien d'autres domaines moins connus du public. L'apprentissage, enfin, que Yann LeCun va nous présenter. C'est également un sujet technique et pas du tout magique, dont les progrès récents sont considérables. La perception et la recherche combinatoire dont nous avons parlé avant utilisent de plus en plus ces avancées déterminantes, par exemple pour les succès au jeu de Go. Peut-être ces recherches nous en apprendront-elles un jour aussi sur l'extraordinaire façon dont les enfants apprennent le monde et les langues en utilisant, eux, un nombre très restreint d'expériences, ce que Yann appelle le défi de l'apprentissage non supervisé. Informatique et neurosciences ont donc tout intérêt à amplifier la collaboration qu'elles ont déjà. Et ici comme ailleurs, la vraie innovation ne viendra pas de petites pseudo-innovations locales mises bout à bout, mais de travaux de longue durée sur les questions fondamentales. Là comme ailleurs, les politiques court-termistes que la recherche subit de plus en plus seront inefficaces. Mais j'arrêterai là cette présentation, car je pense que vous êtes tous comme moi profondément impatients d'entendre ce que Yann LeCun va nous apprendre. Merci beaucoup pour l'introduction. Tout d'abord, je voudrais remercier mes nouveaux collègues pour m'avoir invité à enseigner dans ces murs illustres. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi, particulièrement parce que ça me donne une bonne excuse pour venir à Paris assez souvent, et j'en ai besoin. Alors, je vais parler d'apprentissage profond,
qui a ces dernières années créé une petite révolution, plutôt une grosse révolution même, en intelligence artificielle et dans les applications de l'intelligence artificielle. Et je vais commencer un petit peu par parler de la possibilité de l'inspiration biologique. Alors, il y a une idée qui remonte aux années 50 et qui est de dire, peut-on copier le cerveau pour construire des machines intelligentes? En particulier, je montre ici une image qui vient d'une photo que j'ai prise à un de mes musées préférés de Paris, qui est le musée du Conservatoire national des arts et métiers. C'est une maquette, une reproduction de l'avion 3 de Clément Ader. Et Clément Ader était très clairement très inspiré par la biologie. Son avion est copié sur les chauves-souris. Et donc on pourrait se poser la question, doit-on copier la biologie? Et ma réponse, c'est non. Mais quand même, on doit s'en inspirer un petit peu. Donc le reste de ce que je vais vous raconter va un petit peu parler de la relation et la distance qu'il faut garder avec la biologie. Donc si on se réfère au cerveau, le cerveau a environ 80 milliards de neurones, donc des cellules nerveuses qui sont interconnectées les unes avec les autres par ce qu'on appelle les synapses, les connexions. Chaque neurone a entre 1000 et 10 000 synapses avec d'autres neurones. Ce qui fait un nombre de synapses total de l'ordre de 1 avec un 0 derrière. Tout ça dans un volume très petit. En fait, le cortex ne fait que 2 mm d'épaisseur et est bidimensionnel, mais il est compressé dans la boîte crânienne. Il est très efficace, ne consommant que quelques watts, à peu près 20 ou 25 watts, c'est-à-dire 10 fois moins que la plupart des ordinateurs qu'on manipule. Mais il y a une caractéristique essentielle au cerveau, en fait, de tous les cerveaux, humains, animaux, même des animaux les plus simples, qui n'ont des systèmes nerveux que de quelques centaines de neurones, c'est que tous les animaux apprennent. Donc l'apprentissage fait partie intégrante de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans apprentissage. Et c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur depuis le début, depuis que j'étais étudiant, en fait, mon intérêt pour l'intelligence artificielle, d'essayer de découvrir un petit peu les mystères de l'apprentissage. Alors l'apprentissage dans le cerveau procède par modification de l'efficacité des synapses. Chaque synapse a une sorte de poids qui détermine son efficacité et qui est modifié par l'expérience. Et ça constitue la mémoire, l'expérience, la personnalité, etc. Et le cerveau est un ordinateur extrêmement efficace qui consomme très peu d'énergie. Et on ne sait pas reproduire ça avec les technologies actuelles. Et une grosse question que se sont posées certains futuristes, c'est combien ça va nous prendre de temps avant qu'on arrive à des technologies de construction d'ordinateurs qui puissent rivaliser avec les performances du cerveau. Donc si on prend par exemple la technologie qui existait à peu près 1 an, typiquement une carte graphique que beaucoup de gens ont chez eux, qui coûte à peu près 1 millier d'euros, et est capable d'environ 1 trillion d'opérations par seconde ou une dizaine de trillions d'opérations par seconde, en consommant 500 watts, donc à peu près 20 fois plus que le cerveau. Donc au jour d'aujourd'hui, on pourrait penser qu'on est à un facteur 10 000 à peu près en dessous, avec des ordinateurs de ce type, de la puissance du cerveau. Mais en fait, on est plutôt à un facteur à peu près 1 million, car les synapses ne sont pas simplement constituées d'une simple opération, elles font des opérations très compliquées. Donc si on voulait simuler un cerveau humain sur un ordinateur, ou un cerveau d'une manière générale, ça prendrait beaucoup plus d'une opération par synapse, toutes les, disons, 10 fois par seconde ou quelque chose comme ça. Alors si on essaie de projeter la loi de Moore, qui dit que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois environ, cette loi de Moore malheureusement est en train de ralentir et de saturer. Et si on imagine qu'on arrive à surmonter les difficultés, on arrivera au niveau de la puissance du cerveau humain environ au milieu du siècle, dans les années 2040, entre 2040 et 2050. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura des machines intelligentes à ce moment-là, parce que bien sûr l'intelligence n'est pas simplement un problème de puissance de calcul. C'est aussi un problème de découverte de nouveaux principes. Alors, la grosse question, c'est quels sont les principes derrière l'intelligence? C'est-à-dire,
avant de pouvoir... on ne peut pas copier le cerveau bêtement sans vraiment comprendre sa fonction, car on risque de copier des détails qui n'ont absolument aucune importance. Donc, par exemple, si on avait essayé de copier vraiment les oiseaux de manière très proche, on aurait construit des avions avec des plumes. Et les plumes sont extrêmement compliquées, ça nous aurait pris des siècles, mais ce n'est pas nécessaire. Et on savait que ce n'était pas nécessaire parce qu'on a adopté une démarche scientifique pour essayer d'expliquer les principes de base du vol, donc la loi de Bernoulli, la conservation de l'énergie, l'aérodynamique. Et donc on a compris les principes derrière le vol. Donc on a un petit peu le problème avec les neurosciences, c'est de ne pas d'être perdu dans les détails disons, du matériel de calcul biologique, mais de s'attacher aux principes qui sous-tendent ces calculs. Et c'est un petit peu ce qui me préoccupe, disons, dans mon programme de recherche. Donc il faut imiter la nature peut-être, en tout cas s'en inspirer, mais surtout comprendre les principes sous-jacents. Et en fait, une bonne raison pour laquelle je vais montrer cet avion, ça va faire plaisir à mon père qui est là, qui est un ancien ingénieur de l'aéronautique, qui m'a tout appris, c'est que... cette image ne se montre pas. C'est que l'avion de Clément Ader, en fait, a été un échec. Il a décollé, mais il n'était pas contrôlable. C'est-à-dire que Clément Ader s'est inspiré un petit peu trop de la biologie sans vraiment comprendre des problèmes quand même un petit peu importants tels que la stabilité, la contrôlabilité, etc. Il a copié les chauves-souris, mais un petit peu de manière aveugle. C'est ce qui fait qu'il n'est pas connu à l'extérieur de la France. Mais c'est un objet magnifique. Alors, les premières machines capables d'apprentissage, une des premières, en fait, qui était marquante, est une machine qu'on appelle le perceptron. Et cette machine est très simple. En fait, vous voyez une photo en bas du perceptron. C'était vraiment une machine construite. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un programme d'ordinateur, c'était une machine qui a été construite, effectivement. Elle était constituée d'une rétine qui pouvait percevoir des images simples, très peu de résolution, c'était du genre... je crois 8 par 8 ou quelque chose comme ça. Non, même pas 4 par 4, donc vraiment très très peu de pixels. Ensuite, une étape de pré-traitement, c'est une manière qui s'appelait les aires associatives, c'est disons l'assiette de spaghettis que vous voyez ici. Maintenant, on ne construit plus d'assiette de spaghettis de cette manière-là, on écrit du code spaghetti, mais c'est pareil. Et puis, un classifieur, donc c'est l'élément vraiment innovant dans ce système qui est un élément élémentaire qui peut sortir une valeur binaire, 1 ou moins 1, ou 1 ou 0. En fait, ce que fait cet élément, c'est qu'il calcule une somme pondérée de ses entrées. Donc les pondérations sont très similaires à ce que les biologistes identifient comme les efficacités synaptiques dans les connexions entre neurones dans le cerveau. Et c'est en jouant sur les poids de ces connexions qu'on arrive à changer la fonction de ce petit classifieur. Donc ce petit classifieur, en fait, quand sa sortie est à 0, il décide qu'il voit un objet d'une classe particulière, et quand sa sortie est à 1, il classifie l'objet d'entrée dans une autre classe. On peut écrire ça de manière mathématique plus ou moins simple. Donc on fait la somme des entrées, chacune étant multipliée par un poids, et puis on compare ça à un seuil, et puis si c'est supérieur au seuil, c'est classe A, sinon c'est classe B. Alors l'intérêt de cette machine, c'est que les poids sont ajustables par entraînement, c'est-à-dire qu'on montre une image à la machine, et ensuite on lui dit quelle est la réponse correcte, et elle ajuste ses poids de manière à ce que la prochaine fois qu'on montre la même image, les poids, la sortie soit plus correcte. Et en fait, ce que vous voyez ici, ce sont les poids individuels de cette machine. Chaque poids est en fait un potentiomètre avec un moteur dessus. Et quand on entraîne la machine, on appuie sur un bouton, et tous les potentiomètres font bzzz. C'est l'algorithme d'apprentissage du perceptron. Alors en fait, maintenant, on écrit ça sur des programmes, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le principe derrière ça. C'est un principe vraiment très très simple. Disons qu'on veuille discriminer, enfin classifier les A des B. Donc les A apparaissent comme un tableau de nombres, en fait. Donc les pixels blancs correspondent à la valeur 0, les pixels noirs à la valeur 1, par exemple. Donc une image est un tableau de nombres. Et ce qu'on voudrait, c'est que quand on présente un A, la machine réponde un nombre positif, et quand on présente un B, la machine réponde un nombre négatif. C'est-à-dire que la somme pondérée des valeurs des pixels multipliées par les poids soit négative dans le cas de B, positive dans le cas de A. Donc là, j'ai mis les poids des valeurs qui font bien marcher pour ces exemples-là. Et la question, c'est comment on apprend ça. Donc on démarre avec des poids qui sont nuls.
sont tous à 0, on montre une image, et puis on dit la machine, en fait, aurait dû répondre plus 1. Donc je te conseille d'augmenter les poids qui voient des pixels dont la valeur est 1. Ça ne sert à rien d'augmenter les poids qui voient un 0, parce que ça ne va rien changer à la sortie. Donc on va augmenter les poids qui voient 1. Simplement les incrémenter de 1. Donc au coup d'après, maintenant, ce poids va être égal à 1. Et du coup, la même forme va produire la sortie 1. De même, quand on représente un 0, donc pour l'instant, aucun des pixels n'est activé avec un poids non nul. On dit à la machine de sortir un nombre négatif, et ce qu'on va faire, c'est décrémenter, c'est-à-dire diminuer la valeur des poids et faire prendre des valeurs négatives dont les entrées sont activées. Et si on continue de faire ça avec plein d'exemples de A et de B, finalement, la machine arrivera à plus ou moins reconnaître les A et des B. Y compris peut-être des A et des B qu'elle n'a jamais vus avant. Mais elle va faire des erreurs potentiellement. Alors on peut résumer ça en une seule formule et en un programme de 3 lignes, littéralement. C'est vraiment extrêmement simple à réaliser sur un ordinateur. Et ça peut paraître surprenant, mais cette méthode, ou des méthodes qui sont très proches de ça, sont en fait toujours utilisées de manière très large dans le domaine du data mining, enfin des sciences des données, de l'apprentissage automatique, etc. C'est une méthode qui est toujours d'actualité, malgré son grand âge. Alors, d'une manière conceptuelle, en fait, ce qui se passe dans cette machine, c'est qu'on peut voir la machine comme une espèce de boîte qui a des boutons, qui sont les poids, donc les valeurs de poids. Et conceptuellement, ce que doit faire la machine, c'est ajuster les valeurs des boutons de manière à minimiser une espèce de fonction d'erreur qui mesure l'erreur entre la sortie qu'on voudrait bien que la machine sorte et la machine qu'elle sort effectivement. Donc c'est ça qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est supervisé car chaque exemple est montré à la machine avec une étiquette, plus 1, moins 1 dans ce cas-là, qui indique la catégorie de l'image. Ou la catégorie de l'objet qu'on veut classifier, ça marche aussi avec des sons et du texte. Donc la procédure est très simple. On prend un exemple d'apprentissage dans une collection d'images, disons. On le fait passer dans la machine et on mesure l'erreur. Si l'erreur est 0, on fait rien. Et si l'erreur n'est pas 0, à ce moment-là, on ajuste les paramètres de manière à diminuer l'erreur. Et on répète ensuite en montrant un autre exemple. Et conceptuellement, on peut voir ça comme une minimisation d'une fonction dont les paramètres sont les poids ajustables du système. Alors, en une dimension, c'est relativement simple. En fait, ça se passe en plus de dimensions qu'une seule, ou que deux même. Et on appelle ça, cette méthode particulière d'ajustement des poids, un exemple l'un après l'autre, on appelle ça les méthodes de gradient stochastique. C'est un nom savant pour simplement une méthode très simple qui se programme en 3 lignes. Et cette méthode est simplement, prenons un paramètre dans le système et modifions-le par une dérivée partielle, c'est-à-dire l'influence de ce paramètre sur la fonction d'erreur. Et on va faire tourner le bouton dans la direction qui fait diminuer l'erreur d'une petite quantité. Cette petite quantité dans un espèce de pas, etc. Donc on peut voir ça comme une minimisation d'une fonction à plusieurs dimensions, autant de dimensions qu'il y a de boutons. Mais en fait, la grosse question, c'est est-ce que la machine va être capable de donner une réponse correcte pour des exemples qu'elle n'a jamais vus? C'est-à-dire peut-être qu'elle va donner la réponse correcte pour les exemples sur lesquels on l'a entraînée, mais que va-t-elle faire sur des exemples qu'elle n'a jamais vus? C'est ce qu'on appelle la propriété de généralisation. Et il y a beaucoup de théories de l'apprentissage qui ont été proposées sur des espèces de garanties de performance de système en fonction de leur performance sur un ensemble particulier sur lequel elle a été entraînée. Donc en fonction de la complexité de la machine, plus la machine est complexe, plus en fait c'est difficile de dire si la machine va être capable de se comporter correctement sur des exemples qu'elle n'a jamais vus. Plus la machine est complexe, plus elle a besoin de beaucoup d'exemples pour être entraînée correctement. Ça explique peut-être pourquoi les animaux les plus intelligents prennent plus de temps à devenir adultes. Alors bon, il y a plus qu'un ou deux boutons, et surtout le gros problème, si on veut construire des machines de ce type-là, à reconnaître des images réelles, donc des images naturelles, des voitures, des chaises. Les chaises peuvent apparaître, ont des apparences extrêmement diverses, et c'est très difficile en fait de faire une machine qui puisse reconnaître n'importe quelle chaise, et qui puisse surtout généraliser ça à des chaises qu'elle n'a jamais vues auparavant, en ayant, ils ont construit une abstraction de la notion de chaise.
Et en pratique, les systèmes qu'on utilise tous les jours, donc les systèmes d'apprentissage profond dont je vais parler dans une minute, ont plusieurs centaines de millions de ces boutons. On est en train de friser le milliard. Donc ça nécessite des quantités de calcul absolument énormes. On les entraîne avec des millions d'exemples, quelquefois des centaines de millions d'exemples, et quelquefois pour des milliers de catégories. C'est-à-dire, si on essaie de faire la liste de tous les objets qu'on peut voir dans le monde entier, y compris des objets très spécifiques comme la Tour Eiffel, Notre-Dame, etc., c'est probablement plusieurs dizaines ou vingtaines de milliers, ou centaines de milliers probablement. Et on voudrait bien pouvoir reconnaître tous ces objets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à réduire ça à des suites de multiplication et d'addition. Donc on peut faire ces calculs sur des machines classiques, d'une certaine manière. Alors, tout ça, ça a amené, je reviens un petit peu à l'histoire, depuis les années 50 et jusque relativement récemment, la méthode classique de construction d'un système de reconnaissance de forme, que ce soit pour l'image ou la parole ou même la classification de texte, consistait à construire un module à la main, c'est-à-dire avec l'ingénuité des ingénieurs, qui transforme ce tableau de nombres qui représente l'image en une liste de ce qu'on appelle des caractéristiques, un vecteur de caractéristiques, dont chaque valeur indique la présence ou l'absence d'un motif particulier dans l'entrée. Et ensuite, on branche un classifieur derrière, donc par exemple un classifieur du type du perceptron dont j'ai parlé précédemment, ou un classifieur linéaire qui est une espèce de généralisation. Et ce modèle a subsisté pendant de nombreuses décennies. Mais ce qui s'est passé ces dernières années avec l'avènement de l'apprentissage profond, qui est en fait une vieille idée, c'est que ce modèle d'extraction de caractéristiques fixes suivi d'un classifieur simple a été remplacé progressivement par une architecture qui est constituée d'une cascade de modules, et tous ces modules sont entraînables. C'est-à-dire que tous les modules sont entraînés simultanément à résoudre la tâche de A à Z. Et alors ça a de gros avantages. Ça a de gros avantages parce que ça permet à la machine en fait, de construire des abstractions les unes au-dessus des autres. J'ai été très influencé dans ma jeunesse par les écrits de Jean Piaget sur le constructivisme en sciences cognitives. Le fait qu'on construit des concepts abstraits au-dessus de concepts un peu plus basiques. Et c'est un petit peu l'idée de ça, dans lequel le système, les premiers étages du système extraient des caractéristiques très simples, comme des présences ou absences de contours, des orientations particulières. C'est en fait très similaire à ce que font les cellules du cerveau dans les aires du cortex visuel primaire. Et la couche suivante essaiera de détecter des assemblages ou des conjonctions de ces contours pour former des formes élémentaires comme des cercles ou des coins ou des choses de ce genre. Et puis au niveau suivant, ces motifs sont assemblés des combinaisons de ces motifs sont détectées pour des parties d'objets et des choses de ce genre. Et en fait, cette procédure marche car le monde est compositionnel. Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais je vais l'utiliser. Compositionnel, ça veut dire que le monde, d'une certaine manière, est assemblé d'objets relativement simples qui sont arrangés eux-mêmes dans des combinaisons diverses. Et la nature compositionnelle du monde permet en fait, de le représenter de manière correcte à partir de cette hiérarchie en assemblant des modules. Il y a une blague qu'un de mes collègues de l'université de Johns Hopkins se plaît à dire, c'est que soit le monde est compositionnel, soit Dieu existe. Alors, cette idée de hiérarchie, de construction d'objets complexes à partir de pièces élémentaires, ne s'applique pas simplement à l'image, bien sûr, où on part des pixels qu'on assemble en contours, en textons, en motifs, etc., mais s'applique aussi au texte, où on prend des caractères qui s'assemblent en mots, ou en phonèmes, ou en syllabes, en groupes de mots, en clauses, en sentences, etc., en phrases, pardon. Et puis, pour la parole, il y a un petit peu le même principe, où on assemble des composants élémentaires pour former des concepts plus généraux. Donc tout ça fait que ces signaux se prêtent à une analyse avec un système multicouche. Il y a un autre argument un petit peu plus théorique sur l'avantage des systèmes multicouches, c'est un argument de type, complexité de calcul,
qui fait que par le passé, on utilisait donc des architectures avec 2 étages, d'une certaine manière, un étage qui est fixe suivi d'un étage apprenable ou entraînable. Et en fait, il y a très peu de calculs qu'on peut faire de manière efficace de cette manière. Il y a très peu de calculs compliqués qu'on peut faire en seulement 2 étapes. On peut les faire, mais il faut en fait calculer énormément de calculs intermédiaires. Par exemple, si je vous dis additionner 2 nombres à 10 chiffres, mais vous avez le droit de faire que 2 opérations. C'est possible, enfin 2 opérations séquentielles, c'est-à-dire qu'il y a 2 opérations qui dépendent l'une de l'autre. C'est possible, vous pouvez précalculer les retenues et tout ça. C'est très compliqué, mais c'est possible. Mais ça va coûter très cher. Donc il est toujours avantageux, en fait, pour beaucoup de fonctions, en particulier celles qui consistent à reconnaître des objets dans des images, à avoir plusieurs étages de calcul. Et c'est quelque chose que pour un informaticien devrait être relativement naturel, mais qui a quand même pris une bonne vingtaine d'années à convaincre la communauté. Le système visuel dans le cerveau des mammifères est hiérarchique, est constitué de blocs successifs, enfin qui ne sont pas vraiment successifs parce qu'il y a des connexions un petit peu dans tous les sens, mais il y a une espèce de processus par lequel les objets qu'on reconnaît rapidement, les objets qu'on voit tous les jours, en fait, sont reconnus par une espèce de hiérarchie multicouche qui part de l'œil, qui passe dans le corps genouillé, puis dans le derrière de la tête, qui sont le cortex visuel primaire, qui repasse par les aires inférotemporelles. Et puis c'est ici que les objets, les catégories d'objets sont représentés. Et ce processus dans le cerveau prend moins d'1 dixième de seconde. C'est extrêmement rapide. Alors, ce qui correspond à ça, au niveau machine entraînable, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux multicouches. Et c'est une idée qui remonte à loin. En fait, les gens qui ont conçu le perceptron, Frank Rosenblatt dans les années 60, savaient que le salut passait par la conception de systèmes multicouches, mais ils n'avaient pas trouvé d'algorithme d'apprentissage qui permettait de les entraîner de manière correcte. Ils pouvaient entraîner la dernière couche, mais pas les autres. Et la solution, en fait, il s'avérait, était extrêmement simple, ne faisait pas appel à des concepts particulièrement compliqués. Il consistait à donc, empiler des couches, donc avoir une couche de pseudo-neurones simulés, enfin d'éléments qui calculent des sommes pondérées. Donc voilà un de ces éléments. Il prend ses entrées sur les éléments de la couche suivante et il calcule une somme pondérée à travers les poids et on va entraîner ces poids. Quand on réunit tous les poids d'une couche particulière, mathématiquement, elle se représente comme une matrice par laquelle on multiplie le vecteur d'activité ici pour obtenir le vecteur d'activité là. Il faut des non-linéarités à chaque étape. Donc, de même que le perceptron fait une décision binaire 1 ou 0, ici, on a les non-linéarités qu'on utilise sont des fonctions de ce type-là. Donc, si la somme pondérée est négative, l'unité sort 0. Et si la somme pondérée est positive, à ce moment-là, l'unité propage cette valeur sur sa sortie. Il suffit de cette non-linéarité très simple, en fait, pour donner accès à cette machine à des fonctions extrêmement complexes. Alors la grosse question, c'est comment on entraîne cette machine et ce qu'il va falloir bien faire, ce qu'il va falloir arriver à déterminer, c'est dans quelle direction et de combien changer chaque poids dans le système de manière à diminuer l'erreur en sortie. Et c'est ce qui est fait par ce qu'on appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient, dont je vais parler dans une minute. Donc la manière dont on construit ces systèmes, en fait, d'un point de vue informatique, c'est qu'on a des objets informatiques et on construit un graphe qui assemble et qui connecte ces blocs fonctionnels. Donc chacun de ces blocs fonctionnels peut avoir des paramètres entraînables. Ça peut être un module linéaire ou un de ces modules non linéaires, ou ça peut être d'autres modules. Et c'est très simple de construire ces réseaux. Vous n'avez pas besoin de comprendre la syntaxe ici, mais pour ceux d'entre vous qui savent programmer, c'est écrit dans un langage qui s'appelle Lua et qui construit simplement, qui assemble des blocs d'un type particulier pour construire un réseau de neurones à plusieurs couches. Donc c'est très simple, ça prend une page pour la plupart des réseaux relativement simples. Et ensuite, on utilise ce qu'on appelle des algorithmes d'optimisation pour trouver la valeur des poids correcte. Mais alors, ce qu'il faut calculer avant de pouvoir faire le changement des poids, c'est ce qu'on appelle le gradient, c'est-à-dire la quantité par laquelle le coût va changer, enfin la fonction qu'on veut minimiser va changer,
à chaque fois qu'on modifie un poids particulier dans le système. Donc ce qu'on veut, c'est que pour chaque poids, on ait une valeur qui nous dise dans quelle direction change la fonction de coût quand on modifie le poids d'une valeur particulière. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur de gradient. On calcule les gradients avec une méthode très simple qui est rien d'autre que quelque chose qu'on apprend. Alors, je ne sais pas si on apprend ça maintenant en première ou en terminale ou après, mais c'est la règle de dérivation des fonctions composées. Il n'y a rien de plus simple. Donc, ça ne fait pas appel à des maths compliquées, vraiment. Mais ça a pris jusqu'au milieu des années 80 pour que les gens réalisent que cette idée très simple en fait, puisse s'appliquer à l'apprentissage des machines. Pourquoi? C'est toujours un mystère pour moi. Mais ça a pris beaucoup de temps. Les gens n'y croyaient pas, d'une certaine manière. Alors on peut arranger ces modules de tout un tas de manières compliquées, et il y a toute une industrie maintenant autour de la conception d'architecture de réseau pour faire des tâches particulières. Alors il y a un gros problème, c'est un petit peu ce qui a rebuté les gens en fait, d'une certaine manière vis-à-vis des réseaux de neurones multicouches, c'est que la fonction à optimiser est ce qu'on appelle non convexe, c'est-à-dire que ce n'est pas un bol avec un sol minimum qu'on va toujours trouver, c'est une surface extrêmement compliquée avec des hauts et des bas, avec des minima locaux, avec des points-selles, avec des tas de choses. Alors ça ne ressemble pas vraiment à ça parce que c'est en très haute dimension, mais il y a des points-selles, des minima locaux, tout un tas disons, de paysages un petit peu compliqués quand on essaie de trouver la vallée de ces fonctions. Et il faut bien réfléchir au fait que ici, je représente une fonction de deux variables, x et y, donc qui donne une valeur de la fonction de coût pour les deux variables x et y, enfin W1, W2. En réalité, dans la plupart des systèmes qu'on entraîne, il y a de l'ordre d'une centaine de millions de ces variables. Alors les propriétés de fonctions, ou même des fonctions compliquées de ce type-là, en 100 millions de dimensions, sont complètement différentes de ce qu'on peut imaginer en 2 ou 3 dimensions. Et c'est la seule chose. Alors je ne sais pas, je suis sûr que certains membres distingués de l'audience ici peuvent s'imaginer un objet en 100 millions de dimensions. Personnellement, non. Mais je compte sur eux pour nous aider avec ces problèmes. Alors maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle les réseaux convolutifs. Et c'est un petit peu une de mes inventions. Disons que mon nom y est souvent attaché. J'aime bien les appeler ConvNet. C'est un petit peu difficile à prononcer en français. Plutôt que l'appellation que beaucoup de gens utilisent, qui est CNN. Ça devient compliqué si on appelle ça CNN parce qu'on recherche ça sur Google et puis bon, on ne récupère pas du tout ce qu'on pense. C'est pour ça que je n'utilise pas CNN. Et là, on se reconnecte un petit peu à l'inspiration biologique, c'est-à-dire que l'idée derrière les réseaux convolutifs, donc qui date de la fin des années 80, c'est quand j'ai commencé à jouer avec ces modèles, c'était de calquer un petit peu l'architecture de connexion des unités les unes avec les autres sur ce qu'on connaissait de l'architecture du cortex visuel des mammifères. Donc en particulier, il y a un travail très classique en neurosciences de chercheurs, Hubel et Wiesel, qui ont d'ailleurs gagné le prix Nobel pour ces travaux, qui avaient montré que les neurones dans le cortex visuel primaire chez les chats, en tout cas, et les singes, est connecté à un petit voisinage en fait, d'unités de neurones dans la couche précédente. Donc ils appelaient ça les cellules simples, et elles étaient suivies de ce qu'ils appelaient les cellules complexes, en fait, qui intègrent les activités de plusieurs cellules simples pour construire un petit peu d'invariance. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Alors, ça s'appelle les réseaux convolutifs parce que l'opération mathématique dont on se sert pour calculer l'activité d'un bloc de neurones ici, donc ça s'appelle une carte de caractéristiques. On en a 4 ici qui regardent l'entrée. Donc chaque pixel représente la valeur du niveau de grille représente l'activité de l'unité correspondante, entre -1 et 1 ici. Et la manière dont on calcule ça, c'est qu'on prend un voisinage de l'entrée, on calcule la somme pondérée des valeurs qui sont dans ce voisinage, où les poids sont ce qu'on appelle un noyau de convolution. Donc ici, il y a 25 poids, c'est un petit carré de 5 par 5. On calcule la somme pondérée de ces pixels par ces poids, et ça nous donne la valeur qu'on obtient ici. Et ensuite, on passe ça par une non-linéarité. Et une caractéristique importante, c'est qu'on utilise la même configuration de poids partout sur l'image. C'est-à-dire qu'on va faire glisser ce voisinage un petit peu partout pour calculer toutes les valeurs qu'on récupère ici. Et cette opération-là est ce qu'on appelle une opération de convolution discrète.
Donc c'est une opération mathématique discrétisée dans ce cas-là. D'où le nom réseau convolutif. Alors l'architecture elle-même est composée de plusieurs couches qui alternent les convolutions et ce qu'on appelle le pooling ou l'agrégation. Pas l'agrégation au sens diplôme, on a réalisé la collision des sens. Mais c'est une opération qui consiste à calculer la valeur maximum ou la moyenne dans un petit voisinage aussi et propager à la couche suivante. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc voilà une espèce de représentation un petit peu animée de la convolution dans laquelle on prend une image, on fait la convolution de cette image par un noyau de convolution et puis on écrit le résultat là-dedans. Donc ici, il y a plusieurs images en fait, dont on fait la convolution simultanée et les résultats sont ajoutés ensemble pour produire le résultat final. Donc ces noyaux de convolution sont par bloc de 3. Ce bloc de 3 contribue à cette sortie, ce bloc de 3 contribue à cette sortie. Cette animation a été faite par André Carpati, qui est un étudiant en doctorat à l'université de Stanford. Et voilà ce que ça donne quand on entraîne un réseau de ce type-là à reconnaître des caractères. Donc ça remonte aux années 90. Au début des années 90, c'était un réseau que j'avais entraîné à reconnaître les caractères manuscrits, des chiffres, des lettres, etc. Et donc ça, c'est d'une certaine manière sa rétine. Ça, c'est la première couche où on opère on fait des convolutions sur l'entrée pour obtenir ces sorties-là. Et puis ensuite, il y a cette opération d'agrégation pour laquelle chaque pixel ici est en fait une moyenne d'un petit voisinage de pixels dans la couche précédente. Et ensuite, on répète. Donc ces cartes-là sont le résultat de la convolution de plusieurs noyaux de convolution avec toutes ces cartes. Et le résultat ajouté ensemble. Et chacune de celles-là, en fait, calcule une espèce de combinaison de caractéristiques différentes de la couche précédente. Et on continue à faire ça dans les couches jusqu'à la couche finale qui, en fait, produit un score pour chaque catégorie de 0 à 9 si on reconnaît des chiffres. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que donc ce système est entraîné avec cette méthode de rétropropagation et d'optimisation par gradient stochastique, et tous les poids de tous les noyaux de convolution dans toutes les couches sont appris simultanément grâce à cette méthode. C'est une idée vraiment très simple, et il a fallu environ 25 ans pour convaincre la communauté que c'est une bonne idée. Alors, donc voilà les Hubel et Wiesel, donc leur idée de cellules simples et cellules complexes dans le cerveau. Il y a eu des modèles informatiques un petit peu basés sur le même principe par le passé, avant que je commence à travailler là-dessus, en fait des travaux d'un certain Fukushima, pas de relation avec la centrale nucléaire. Un charmant monsieur qui avait simulé sur ordinateur des modèles un petit peu compliqués, basés sur cette idée de répéter des cellules simples et cellules complexes à la Hubel et Wiesel. Malheureusement, il n'avait pas d'algorithme d'apprentissage efficace supervisé, donc son système marchait, mais pas très bien. Alors, donc je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Ça n'a pas l'air de marcher, malheureusement. Évidemment, ça marchait quand je l'ai testé tout à l'heure, mais ça ne veut plus marcher. Alors, je vais faire ça de manière un petit peu plus compliquée. Voilà, donc voilà un exemple. Ah oui, mais c'est pas du tout bon. Alors, c'est un exemple d'utilisation de réseau convolutif pour faire la détection de piétons. En fait, c'est qu'on on entraîne un réseau convolutif en fait, à classifier chaque classe piéton, présence ou absence de piétons. Et ensuite, on applique ce réseau convolutif sur toute l'image à des échelles multiples. Et quand il s'allume, il dit que j'ai détecté un piéton, on peut dessiner une boîte autour du piéton en l'occurrence. Donc voilà. Si je pouvais retrouver la bonne, ce serait bien, voilà. Alors aussi une autre vidéo.
Alors ce que vous voyez là, c'est moi un peu plus jeune. Donc c'est une vidéo qui date d'environ 1992-1991. Donc on a un ordinateur à processeur 386, si certains d'entre vous étaient déjà nés. Et je tape une touche, une caméra prend une image d'une feuille de papier et immédiatement le système reconnaît les caractères. Et à l'époque, les ordinateurs de l'époque n'étaient pas vraiment assez puissants pour faire ça à cette vitesse-là. Donc on utilisait un processeur spécialisé, ce qu'on appelle un DSP, un processeur de traitement de signal numérique. La première série de nombres que vous avez vue sur l'écran était en fait mon numéro de téléphone à Bell Labs, Homedale, New Jersey, qui n'est plus en service. Et ce système peut reconnaître des caractères un petit peu exotiques sans trop broncher. Donc c'était un petit peu un progrès par rapport au système précédent qui était, disons, fait un peu à la main. Donny Henderson, un des ingénieurs de notre labo, et Rich Howard, le directeur du laboratoire. Alors on s'est vite aperçu qu'on pouvait répliquer ces réseaux convolutifs pour les appliquer à des images plus grandes que celles sur lesquelles on les a entraînés. Et ça nous a permis de faire quelque chose de vraiment intéressant qui s'est par la suite avéré très utile. C'est la possibilité de reconnaître non pas un seul objet, mais des objets multiples en appliquant le réseau convolutif avec une fenêtre glissante sur l'entrée. Donc ça nous permet par exemple de reconnaître que cette série de nombres est 3,5 ou 5,3, même quand les nombres se recouvrent. Et c'est un problème qui était extrêmement difficile à résoudre parce que les systèmes de l'époque, en fait, voulaient ne regarder qu'un seul caractère pour pouvoir le reconnaître correctement. Donc ça nous a permis de réaliser que ces réseaux convolutifs pouvaient automatiquement faire une séparation entre objets différents et une séparation d'un objet et du fond, par exemple. Donc c'est ce qu'on a utilisé pour ce système de détection de piétons. Voilà un autre exemple un petit peu amusant, là. On torture ce pauvre réseau convolutif. Alors le directeur de mon labo à l'époque avait décidé d'appeler ce réseau convolutif LONET. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Mais ce qu'on a réussi à faire finalement, c'est quelques années après, dans du milieu des années 90, c'était construire un système de reconnaissance de chèques, de lecture de chèques à partir de cette technique. Qui a été assez largement déployé par la compagnie AT&T, par sa filiale qui s'appelait NCR, qui faisait des distributeurs de billets automatiques dans lesquels on pouvait déposer des chèques. Donc les premiers en fait ont été déployés en France et par le Crédit Mutuel de Bretagne. Et c'était aux environs des années 95-96. Et ensuite, AT&T a construit une grosse machine de lecture de chèques qui pouvait lire des milliers de chèques à l'heure à partir de ce système. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette architecture. Ce système pouvait lire environ la moitié des chèques qu'on lui envoyait, refuser de lire environ la moitié en les redirigeant sur des opérateurs humains et faisait moins d'1% d'erreur, ce qui en fait le rendait tout à fait possible. Et une certaine période, à la fin des années 90, début des années 2000, ce système, disons des machines qui utilisaient ce système, lisaient au total environ entre 10 et 20% de tous les chèques émis aux États-Unis. Donc c'était un gros succès technologique, pas tellement au niveau de la communauté scientifique qui, à cette époque, en fait, s'était déjà un petit peu perdu l'intérêt pour ces méthodes. Donc je vous ai parlé un petit peu de la détection de piétons, de visages. C'est un système de détection de visage basé sur les réseaux convolutifs construit au début des années 2000. En fait, c'est le mariage de mes grands-parents. Et on n'oublie personne apparemment dans la détection. Et plus récemment, un peu à la fin des années 2000, on a commencé à s'intéresser à un problème beaucoup plus complexe en reconnaissance d'images, qui est l'étiquetage d'images complètes, c'est-à-dire qui étiquette chaque pixel par la catégorie de l'objet auquel appartient ce pixel. Donc, par exemple, ici, voilà une image avec des arbres. Donc, tous les arbres sont étiquetés, les bâtiments, les portes, les fenêtres, la route, etc., etc. Donc, c'est un peu le problème ultime en vision, si vous voulez. Et on utilise aussi pour ça un réseau convolutif qu'on appelle multi-échelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet au système en fait, de prendre une décision pour chaque pixel en utilisant un gros contexte autour du pixel. C'est-à-dire que c'est très compliqué, quand on voit un pixel gris, de savoir si c'est la chemise d'une personne, la route, un nuage,
l'arrière du camion, etc. Il faut regarder un gros contexte en fait, pour pouvoir déterminer à quoi appartient, à quel objet appartient ce pixel. Il y a beaucoup de travaux sur la question, avec mon ancien étudiant Clément Farabet, Laurent Najman, qui est professeur à l'ESIE, qui était le patron de thèse officiel de Clément Farabet, et Camille Coupry, qui est peut-être dans la salle, voilà, qui est ici, qui faisait un postdoc dans mon laboratoire à NYU et qui est maintenant à Facebook. Donc on peut faire des choses intéressantes, comme, en fait ça c'est le travail de Camille Coupry en l'occurrence, en fait, avoir une délinéation de chaque objet dans l'image, et on utilise ça pour donc des techniques de ce type-là, et ça ne veut toujours pas marcher, il va falloir encore que je sorte de tout ça. Donc des techniques de ce type sont utilisées très largement maintenant dans des systèmes de pilotage automatique de voitures. Alors ce système étiquette chaque pixel encore. Il a été réalisé aux alentours de 2009, 2010, 2011. Et on a fini par l'implanter dans une petite machine spécialisée à base de FPGA, qui est un espèce de matériel programmable, si vous voulez, et qui arrivait en fait à tourner en temps réel à peu près une vingtaine d'images par seconde. Donc ça rend le système utilisable en fait pour le pilotage des voitures autonomes. Et ça a d'ailleurs donné des idées à quelques personnes qui travaillent là-dessus, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors nous voilà revenus. Je vous promets, j'avais testé ça avant et ça marchait. Alors, une des applications sur lesquelles on a travaillé aussi au milieu des années 2000, c'était pour le pilotage, non pas de voitures autonomes, mais de robots autonomes qui se promènent dans la nature. Et c'est un problème beaucoup plus compliqué en fait, que de conduire sur les routes. Les conséquences d'un accident ne sont pas aussi mauvaises, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Et là, on utilise un réseau convolutif aussi pour classifier chaque pixel, non pas comme étant la catégorie d'un objet, mais pour simplement nous dire si cette région de l'image est traversable par le robot ou est un obstacle. Donc ce qui est peint en rouge est un obstacle, ce qui est vert est traversable, et ce qui est mauve, c'est un peu la transition entre les deux. Donc on utilise un réseau convolutif pour ça, et je vais vous montrer une vidéo plutôt que de vous embêter avec des détails, qui ne va toujours pas marcher probablement. Ah, mais si je clique là-dessus, est-ce que ça va marcher? Ben voilà. Oui, mais elle apparaît de mon côté. Alors voilà le robot dont on parle. C'est un robot qui pèse une centaine de kilos, qui fait à peu près cette hauteur, qui a été construit donc en 2005. En fait, c'est une série qui a été construite par la DARPA. Il a 4 caméras qui peuvent faire la vision stéréo, donc ils peuvent estimer la distance d'objets qui ne sont pas trop loin, disons à une dizaine de mètres. Et ce système, alors attendez, je vais sauter un peu les étapes là. Alors, il y a 2 modes de ce système. Une qui utilise simplement la vision stéréo. La vision stéréo ne marche qu'à distance faible, à peu près 10 mètres. Donc là, le système n'a que la vision stéréo. Et il faut qu'il se rapproche de la ligne, disons, de la barrière humaine avant de réaliser que c'est une barrière et de la contourner. Donc là, c'est pareil, il veut aller derrière cette barrière, mais il réalise un peu tard. Là, on allume le réseau convolutif qui identifie tout de suite que c'est un obstacle, bien que ce soit à très longue distance, et dès le départ, passe à côté. Pareil pour l'exemple suivant. Alors, donc, c'est un réseau convolutif multicouche, je vous passe les détails, qui étiquette chaque pixel dans l'image. Ensuite, on peut placer ces étiquettes dans une carte qui permet au robot de planifier une trajectoire pour aller à un but particulier. Avec des détails techniques que je vais sauter. Et puis je vais vous montrer un petit segment à la fin qui, en fait, n'est pas un test du système de perception, mais qui est un test du système de contrôle, dans lequel on rend le robot très myope, donc il ne va voir qu'à 2,5 mètres, mais il voit qu'à 2,50 mètres, donc il faut vraiment qu'il ait le nez sur un obstacle avant de le percevoir, et c'est pour tester le système de contrôle. C'est une vidéo qui est accélérée 2 fois, donc en temps réel, c'est à peu près la moitié. Voilà Pierre Sermanet, mon étudiant, qui, d'un seul coup, saute devant ce robot
La première fois qu'il a fait ça devant moi, j'ai manqué la crise cardiaque. Mais il avait très confiance dans son code, visiblement. Alors c'est Raya Hatzel, une autre de mes étudiantes, qui tous les deux maintenant travaillent à Google. Raya Hatzel travaille à DeepMind, elle est responsable du groupe de robotique de DeepMind. Et il s'amusait à sauter devant un robot de 100 kg qui peut vous casser la jambe en rentrant dedans. Alors la blague que je dis habituellement, c'est que la manière dont je sélectionne mes étudiants en thésards, c'est que je leur fais écrire du code pour ce robot et s'ils survivent, je les garde. Mais bon, le problème intéressant vraiment en vision, c'était plutôt la reconnaissance d'objets. Donc voilà un objet avec une chaise. Est-ce que c'est une chaise? Et jusque relativement récemment, disons à peu près 5 ans, la communauté de vision en fait, travaillait avec des bases de données très petites qui étaient relativement appropriées pour tester des systèmes qui n'utilisaient pas beaucoup d'apprentissage, mais pas très appropriés en fait, pour des systèmes qui étaient vraiment basés très fortement sur l'apprentissage. Et donc, à l'époque où ces bases de données étaient encore trop petites, les systèmes tels que le réseau convolutif ne marchaient pas très bien. Disons, étaient un petit peu en retard sur les méthodes un peu construites plus à la main. Donc ça faisait que la communauté, en fait, n'appréciait pas particulièrement ces méthodes. En fait, trouvait ça intéressant, mais pas, c'était pas la peine d'apprendre à les faire marcher. Et puis, aux alentours de 2012, une révolution est arrivée, 2 révolutions. La première, c'est l'apparition d'une base de données qui s'appelle ImageNet, qui avait plus d'1 million d'exemples d'entraînement, 1000 catégories, donc déjà était de taille beaucoup plus conséquente. Et par ailleurs, la disponibilité de ces cartes accélérateurs graphiques qui, en fait, s'avèrent extrêmement efficaces pour faire tourner les réseaux convolutifs. Et donc nos amis de l'Université de Toronto, reprenant des travaux qu'on avait fait précédemment, ont implémenté un réseau convolutif très grand, très profond, avec beaucoup de couches, l'ont entraîné pendant plusieurs semaines sur cette base de données, et ont battu absolument tout le monde à plat de couture sur cette base de données, avec une marge tellement énorme que les gens qui travaillaient avec d'autres techniques, très rapidement, en fait, les ont abandonnés et sont passés à l'utilisation des réseaux convolutifs. Et donc c'est une révolution qui s'est passée disons, je dirais en 1 an à 18 mois, où les gens ont complètement changé tout ce qu'ils faisaient. Et je dois avouer que je n'ai jamais vu ça dans d'autres domaines, un revirement de situation si rapide. Donc c'est des réseaux convolutifs très, très grands, et qui deviennent de plus en plus grands et de plus en plus profonds. Donc en 2012, le réseau des gens de Toronto, Jeff Hinton, avec qui j'avais fait mon postdoc en 87, obtenait environ 15% d'erreurs par une mesure particulière du taux d'erreur sur ces bases de données. L'année suivante, le record était environ 11%. Ça, c'est un système que j'avais construit avec Pierre Sermenel, la même personne que vous avez vu sauter devant le robot. L'année suivante, le record était aux alentours de 7%, et maintenant, il est plutôt il est en dessous de 5, en fait. Donc ça, c'est en fait, ce nombre est un petit peu surévalué ici, parce que c'est un seul réseau, alors que ces autres-là utilisent plusieurs réseaux qui sont votés ensemble. Et vous voyez que ces architectures augmentent en profondeur et en complexité. C'est disons, un des gagnants de 2013 et puis 2014 et 2015. En fait, le dernier réseau a 152 couches, je crois, un des systèmes qui marche le mieux, proposé par des personnes du laboratoire de Microsoft Research à Pékin. Alors, les filtres qui sont appris, les filtres convolutifs qui sont appris au premier niveau par le système, quand on les regarde, sont effectivement des détecteurs de contours orientés qui sont très similaires à ce que les gens des neurosciences trouvent dans le cerveau. Donc il y a une espèce de connexion peut-être entre ces deux choses. Voilà une animation. Donc c'est l'algorithme d'apprentissage. Au fur et à mesure de l'apprentissage, on démarre avec des valeurs aléatoires sur ces filtres, sur ces petits tableaux de poids. Et au fil de l'apprentissage, il se spécialise pour détecter des motifs on peut voir ça comme des espèces de pochoirs avec lesquels un morceau de l'entrée est comparé. Et de proche en proche, dans les couches, le système apprend à détecter des concepts de plus en plus abstraits, de plus en plus complexes. Alors immédiatement, bien sûr, on a commencé à utiliser ça pour la localisation et la détection d'objets, pas seulement pour la reconnaissance. En fait, avant de vous parler de ça, je vais vous montrer une petite démonstration, qui j'espère va marcher. Ah oui, mais si on ne voit pas le bas, ça ne va pas marcher.
oui, je n'avais pas prévu ce problème. La résolution de l'écran étant trop petite, on ne voit pas le résultat de la classification. Ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Bon, bah, écoutez, je montrerai ça aux gens qui seront intéressés par la suite, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le montrer tout maintenant. Alors, pour ce qui est de la détection de localisation d'objets, on essaie d'entraîner le système non seulement à nous dire s'il y a, par exemple, un ours dans l'image, mais aussi à proposer une position pour la boîte qui entoure l'ours. Et ça marche relativement bien. Donc, c'est des systèmes qui ont quelques années déjà, qui sont un petit peu démodés, mais dont on s'est servi pour d'autres applications, comme par exemple essayer d'inférer la position d'un corps humain, ce qui peut être utile pour beaucoup d'interfaces utilisateurs. Voilà un autre système qui est marié, en fait, qui marie un réseau convolutif à un autre réseau qui peut produire du texte. Et ce système, en fait, produit des descriptions d'images. Alors, ça paraît impressionnant. Donc, par exemple, cette image en haut à gauche, ici, ça dit A man wearing skis on the snow. Bon, un homme avec des skis sur la neige. C'est correct. Pas très excitant, mais c'est correct. Un homme sur un skateboard, sur une rampe, correct aussi. Alors ça paraît impressionnant dans ces exemples-là, mais en fait la base de données est telle que le nombre de possibilités d'objets et de situations est relativement faible, et donc ce n'est pas aussi impressionnant que ça apparaît. Mais quand même, on commence à avoir des systèmes maintenant qui peuvent faire des descriptions d'images, et on les développe à Facebook en particulier pour aider les non-voyants à avoir une idée de ce qui se passe dans leur flux d'informations dans Facebook quand il y a des photos et des images. Donc c'est un système un petit peu expérimental pour l'instant, mais qu'on va déployer assez rapidement. Ça ne va toujours pas marcher probablement. Donc voilà un autre exemple de système qui est un système de traitement de vidéo qui peut classifier l'action qui se passe dans une vidéo. C'est aussi un réseau convolutif, mais c'est un réseau convolutif qui est maintenant tridimensionnel, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement traiter l'image comme une image statique, il fait des convolutions dans le temps aussi pour essayer d'identifier les mouvements et du coup identifier l'activité qui est en train de se passer. Alors ça marche bien pour des sports de ce type-là, pour classifier des activités sportives, disons, relativement communes. Mais pour ce contretemps. Alors on voit des activités qui sont relativement communes aussi, mais qui se ressemblent tous, où des personnes sont en train de glisser sur la glace. Mais bon, le système a l'air de reconnaître les sports quand même, y compris si le sport est un petit peu étrange et inhabituel, comme les robots, des sports australiens qui sont très différents de tous les autres. Alors celui-là, c'est mon préféré. Le monocycle de montagne. Quelqu'un pratique ce sport ici dans l'Assemblée? Je n'ai encore rencontré personne qui pratiquait ce sport. Alors depuis quelques mois maintenant, à Facebook, on a un système en fait, qui peut non seulement détecter et reconnaître les objets, mais aussi dessiner leurs contours. On appelle ça Deep Mask. Et en fait, c'est un système extrêmement compliqué, un assemblage de modules un petit peu dans tous les coins. On a besoin d'une grosse machine pour les entraîner. Donc c'est une machine en fait, qu'on a conçue un petit peu spécialement pour l'entraînement de gros réseaux de neurones qui a 8 cartes graphiques à l'intérieur de la machine, donc qui est capable d'une puissance de calcul assez énorme. Et puis on empile ces machines les unes avec les autres pour pouvoir entraîner ces systèmes. Ça peut prendre une semaine ou deux. Mais les résultats sont assez bluffants. Donc on peut détecter la personne, la planche à roulettes, les bateaux tout flous dans le fond, le bout d'une personne, les téléphones portables, chaque personne ici. Alors là, vous voyez dans le fond, il y a des personnes, mais qui sont très très floues. Le système les identifie aussi comme personnes, sans problème. Alors ça, c'est mon préféré, parce que j'ai horreur des brocolis. Et donc, ça permet de donner un espoir de construire un robot qui va enlever les brocolis des plats chinois. Bon, il y a quelques erreurs, comme le chapeau ici, qui est classifié comme gant. Bon, c'est pas exactement correct.
Donc ça manque un petit peu de contexte, quoi. C'est clair que c'est du tennis. Mais alors ça, je trouve ça assez impressionnant. Donc beaucoup d'agneaux, sauf celui-là qui est coupé en deux. On va faire des côtelettes avec. Un bon méchoui. Ouais, des donuts, des sandwichs, des animaux. Alors les zèbres, c'est particulièrement compliqué. S'il y a un zèbre dans l'image, il va être bien identifié. Mais s'il y a plusieurs zèbres dans l'image, ils vont être mélangés. Le système n'est pas capable de trouver la frontière entre plusieurs zèbres. Et ensuite, on réfléchit à la question, on se dit, mais les zèbres ont évolué exactement pour cette raison. Pour rester en troupeau et en fait induire en erreur le lion qui les poursuit. Donc c'est exactement à ça que servent les rayures sur le zèbre. Etc., etc. Donc d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'on a complètement résolu le problème de la vision, mais on a des systèmes de vision maintenant qui sont extrêmement performants et qui, pour certaines tâches, en fait, ont des performances surhumaines. Et je vais vous montrer quelques exemples là-dessus. C'est vraiment dommage que la démo ne veuille pas marcher, mais donc un des systèmes qu'on a entraîné, par exemple, peut reconnaître à peu près 1 millier d'objets, mais aussi classifier des races de chiens obscures. Et c'était une des démonstrations que je voulais vous montrer. Alors, de fil en aiguille, les gens ont réussi à déterminer qu'on pouvait utiliser le réseau convolutif non seulement pour reconnaître des images, mais aussi pour les produire. Donc c'est un travail qui vient il y a 2 travaux différents en Allemagne et en Angleterre, dans lequel c'est un espèce de réseau convolutif à l'envers, disons, dans lequel l'entrée est une série de catégories, donc la classe, par exemple, une chaise particulière, une vue, donc qui correspond à un angle de vue, et des paramètres de transformation de la chaise. Il y a 2 réseaux convolutifs, un qui produit un masque et l'autre qui peint les pixels à l'intérieur. Et ce système, en fait, une fois entraîné, peut produire des tas de chaises et qui varient dans leur forme continuellement en modifiant les variables d'entrée du système. C'est ce qu'on appelle un modèle génératif. C'est très nouveau. Enfin, les performances de ce genre de système n'étaient pas du tout à ce niveau-là avant l'utilisation de l'apprentissage profond. Alors, il y a aussi un phénomène intéressant qui fait que, par le passé, la reconnaissance d'image et la reconnaissance de la parole étaient deux champs complètement différents, utilisant des techniques très différentes. Et ce qui se passe maintenant, c'est que, en fait, tous ces domaines utilisent des réseaux convolutifs pour une partie du traitement. Donc, les nouveaux systèmes de reconnaissance de parole que vous pouvez utiliser si vous avez un smartphone, quand vous parlez au smartphone, votre voix est reconnue par un système d'apprentissage profond, en général un réseau convolutif, en tout cas si vous utilisez le système de Google. Et en fait, ce réseau convolutif prend en entrée une représentation du signal de parole qui est une espèce d'image, qui est ce qu'on appelle une représentation temps-fréquence. Et on entraîne ce système-là pour identifier les phonèmes qui sont ensuite assemblés en mots et en phrases. Et il y a un phénomène assez intéressant qu'on a constaté récemment avec un projet d'étudiants dans mon laboratoire de NYU avec IBM, en collaboration avec IBM, qui est que quand on entraîne un système à reconnaître plusieurs langues simultanément, il devient meilleur à identifier chaque langue individuelle. C'est-à-dire qu'il est meilleur qu'un système qu'on entraîne séparément sur chaque langue. Donc ça a un certain avantage d'être polyglotte. On peut partager des ressources entre les langues diverses. Et ça permet aussi d'utiliser moins de données pour entraîner le système si on l'entraîne sur des langues qui sont similaires les unes aux autres. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que les réseaux convolutifs commencent à apparaître un petit peu partout. Ce que vous voyez ici, c'est le PDG de la compagnie NVIDIA, donc qui construit ces cartes graphiques, dont le gros marché est le jeu vidéo. Et ils sont en train de s'embarquer dans la construction de systèmes embarqués pour les voitures autonomes en particulier. Donc ils offrent cette plateforme qui est capable de 42 trillions d'opérations par seconde, ce qui est en gros l'équivalent de 150 MacBooks. Ça fait beaucoup. Tout ça dans une carte qui fait cette taille-là, qui peut être dans le coffre de la voiture et qui peut analyser les signaux venant de plusieurs caméras, de radars, etc. Donc ils ont des systèmes prototypes encore, mais ils offrent ça comme plateforme ouverte pour les constructeurs. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Mobileye, qui est une compagnie israélienne, qui est un des plus gros succès sur le marché de la technologie en Israël,
créé par un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, Amnon Shashua, il y a quelques années, et qui a commencé à adopter les méthodes de réseau convolutif il y a 2 ans à peu près, et qui a fait marcher ça extrêmement bien. Il l'utilise donc pour faire de la segmentation sémantique de manière très similaire à ce que je vous avais montré pour le robot qu'on avait construit au milieu des années 2000, et puis aussi pour le système de segmentation sémantique dans les scènes de ville. Et avec ça, ils peuvent peindre les endroits de la route qui sont praticables, détecter les objets, détecter les obstacles. Ils utilisent même les mêmes couleurs que nous, d'ailleurs. C'est mauve pour la frontière, rouge pour l'obstacle, vert pour ce qui est traversable. Et ces systèmes, en fait, marchent suffisamment bien pour avoir été déployés dans les Tesla. Donc les modèles S et X de la compagnie Tesla ont un de ces systèmes-là, avec une caméra qui regarde à travers le pare-brise et qui permet de conduire la voiture tout seul sur l'autoroute. Et ça marche relativement bien. Alors, il y a beaucoup d'utilisations maintenant, je pense, un gros espoir. Les gens mettent un gros espoir dans les utilisations des réseaux convolutifs pour l'imagerie médicale et pour la biologie. Donc pour l'imagerie médicale, la détection de tumeurs, etc. dans l'imagerie médicale, ainsi qu'une utilisation vraiment un petit peu étonnante qui est d'utiliser un réseau convolutif pour essayer de simuler la machine biomoléculaire qui interprète le génome d'une certaine manière et qui en fait arrive à prédire les énergies d'appariement d'enzymes ou de protéines ou de composés divers sur le génome et qui de ce fait contrôle l'expression des gènes. Donc c'est un travail dans le labo de Brandon Frey qui est à Toronto. Et il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent avec ce travail-là pour la détection d'origine génétique de maladies, etc. Alors, nous, on utilise à Facebook les réseaux convolutifs à très grande échelle. Les gens téléchargent environ 800 millions d'images sur Facebook par jour. Et ces 800 millions d'images, en quelques secondes, moins de 2 secondes en général, sont identifiées par un système automatique de reconnaissance. Il y a plusieurs milliers d'étiquettes qu'on peut déterminer avec ces systèmes. Donc ça demande une grosse infrastructure pour arriver à faire ça. Dans certains pays, ce n'est pas déployé en Europe, mais dans certains pays, on fait aussi le tag automatique des visages. Donc on peut reconnaître les visages des amis des gens qui sont... Enfin, de vos amis si vous postez une photo. Ce n'est pas activé en Europe, parce que la plupart des pays européens ne sont pas particulièrement favorables à l'idée, mais c'est très apprécié aux États-Unis, par exemple. Alors, je crois que je n'ai pas trop de temps. Je vais un petit peu accélérer et je vais sauter une section, en fait, et passer un petit peu aux utilisations dans la compréhension du langage naturel. Alors, il y a tout un tas de techniques de réseaux neuronaux, de réseaux profonds, etc., qui ont été développées récemment pour le traitement de langage naturel, et elles procèdent toutes par l'apprentissage d'une fonction qui fait correspondre à un texte un vecteur, et ce vecteur, donc une liste de nombres, de telle manière à ce que ce vecteur représente le sens et le rôle syntaxique d'un mot. Et de fait, on peut utiliser ce vecteur pour faire des déductions logiques ou des analogies sans en fait faire de logique. Alors je vais vous parler, donc il y a un algorithme particulier qui s'appelle Word2Vec pour faire ça. Et en fait, la manière dont est entraîné le système, c'est qu'on lui donne une séquence de mots qui vient d'un texte et on lui demande de prédire le mot qui est au milieu ou le mot qui vient par la suite. Et le système est obligé de s'organiser de manière pour faire une bonne prédiction, il est obligé de s'organiser pour savoir ce que veulent dire ces mots. Et c'est un effet secondaire de l'entraînement que le système apprend des représentations pour les mots. Et ces représentations sont un petit peu magiques d'une certaine manière, en sens que si on prend le vecteur pour Tokyo, après l'entraînement du système, si on prend le vecteur pour Tokyo et le vecteur pour le Japon, et qu'on fait Tokyo moins Japon, on obtient cette flèche rouge. Si on fait Berlin moins l'Allemagne, on obtient cette flèche verte, et c'est la même flèche. Ce que ça veut dire, c'est que Tokyo moins Japon, c'est pareil que Berlin moins l'Allemagne. Ou si on veut faire de l'algèbre, Tokyo est au Japon, ce que Berlin est à l'Allemagne. Ou Tokyo moins Japon plus l'Allemagne égale Berlin. Donc on peut remplacer la logique par l'algèbre. Alors je suis sûr qu'il y a certains de mes nouveaux confrères qui vont apprécier ça.
Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut dire en mathématiques avec des mathématiques continues qu'avec des mathématiques discrètes. Et donc, un des buts qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'une certaine manière remplacer la logique et remplacer le raisonnement, qui est normalement discret, par des opérations d'algèbre, de mathématiques continues. Avec ce genre de technique, on peut trouver des fonctions qui associent à une question un vecteur et qui associent à une réponse une question un vecteur et qui a une réponse aussi associée à un vecteur. Et pour arriver à répondre à une question, on prend la question, on trouve le vecteur qui lui correspond après entraînement de la fonction en question, et ensuite on cherche parmi les vecteurs de toutes les réponses celle qui est le plus proche en termes de distance de vecteur, et c'est probablement la réponse à la question. Et avec ça, on peut faire des systèmes de questions-réponses. Bon, vous avez probablement entendu parler de IBM Watson, qui en fait n'utilisait pas ce genre de technique, qui commençait à l'utiliser. Des réseaux un petit peu plus compliqués, maintenant, sont utilisés pour faire la traduction automatique. Alors, les performances de ces systèmes viennent tout juste de dépasser la performance des systèmes plus classiques auxquels on est habitué. Google Translate, par exemple, qui est un système de traduction par morceaux de phrases qu'on appelle de traduction statistique. Donc maintenant, il y a des systèmes dans les labos qui marchent mieux que ça, qui sont beaucoup trop chers, malheureusement, pour le déploiement à grande échelle. Donc ça va prendre quelques années. Mais ils s'améliorent extrêmement rapidement. Il y a du travail intéressant qui se passe dans ce domaine à Facebook, à Google, à l'Université de Montréal, à l'Université de New York, à NYU aussi. Mais ce qui manque un petit peu aux machines, c'est la capacité de se rappeler. C'est-à-dire, les réseaux de neurones qu'on a, en fait, sont des systèmes qui sont très réactifs. On leur donne une image, ils donnent une réponse, et puis après, ils oublient tout. Donc, on essaie d'augmenter ces réseaux de neurones avec une espèce de mémoire. Et en fait, on s'aperçoit que le cerveau est construit de manière très similaire. Dans le cerveau des mammifères, il y a une structure spéciale qui s'appelle l'hippocampe, qui est au milieu du cerveau, ça a une forme d'hippocampe. Il y en a deux. Et ça sert de mémoire à court terme. Le cortex lui-même ne peut pas se rappeler quelque chose pendant plus de 20 secondes. Ou alors, il faut que cette chose soit apprise au cours de plusieurs jours, plusieurs heures, etc. Donc l'hippocampe est vraiment le siège de la mémoire. Donc ça nous a donné l'idée, enfin ça a donné l'idée aux gens de Facebook qui ont travaillé là-dessus, Jason Weston et ses collègues, d'augmenter un réseau neuronal avec une mémoire, une espèce de mémoire associative. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un autre travail aussi à Facebook par Armand Joulin et Thomas Mikolov qui s'appelle Stack Augmented RNN. L'autre système s'appelle Memory Network. Et ces deux systèmes, en fait, jouent un petit peu le même rôle. C'est un réseau de neurones augmenté d'une mémoire à côté, à qui on peut apprendre à produire soit des algorithmes, soit à se rappeler d'une histoire pour en faire un résumé, ou à conduire un dialogue, ou répondre à des questions sur l'histoire. Donc il y a un petit exemple ici. C'est un petit peu petit, je m'excuse pour les gens qui sont au fond, mais ces 15 phrases sont en gros les événements majeurs du Seigneur des Anneaux, des 3 romans du Seigneur des Anneaux. C'est à peu près tout ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Alors si vous n'avez pas... si vous n'avez pas lu les livres ou pas vu les films, je vous déconseille de lire les 3 dernières phrases parce que... Ça vous gâchera le plaisir. Mais bon, donc le système peut lire ce texte, le stocker dans sa mémoire de manière un peu compressée, en fait sous forme de vecteurs, sous forme de séquences de vecteurs. Et ensuite, on peut lui poser une question, donc où est l'anneau, Amandoum, où est Bilbo, etc., etc. Et il peut aller rechercher la mémoire dont il a besoin pour répondre à la question. Alors maintenant, je vais passer au futur. Quels sont les obstacles au progrès de l'intelligence artificielle? On n'a pas résolu tous les problèmes. Ce dont je vous ai parlé, ce sont principalement des applications de l'apprentissage supervisé. Mais en fait, il y a au moins 3 formes d'apprentissage qu'on connaît. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage non supervisé. Et on a besoin de beaucoup de choses pour faire progresser l'intelligence artificielle, pour faire des machines qui, disons, approchent l'intelligence humaine ou même l'intelligence d'un rat. Ça serait très bien. Donc, d'une part, une compréhension théorique de l'apprentissage profond, dont on manque un petit peu. Ça marche, mais on ne comprend pas très bien pourquoi. Par ailleurs, une intégration de l'apprentissage profond, l'apprentissage de représentation, avec des systèmes de raisonnement, d'attention, de planification, etc.
Donc les travaux sur les memory networks et autres relèvent de ça. Les travaux sur le jeu de Go qui se passe à DeepMind relèvent un peu de ce genre de problématique. C'est ce qui permettrait aux machines de planifier à l'avance, de conduire un dialogue en essayant de conduire la personne à un état mental particulier, etc. Donc c'est un gros problème dont on n'a pas exactement la solution, mais qui est très actif au niveau recherche. Ensuite, intégrer ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et non supervisé et renforcement avec une seule règle d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il semblerait que le cerveau est une machine un petit peu universelle d'apprentissage avec un mécanisme principal. Et pour l'instant, on a des mécanismes différents pour chacun de ces modes d'apprentissage. Et puis surtout, une méthode efficace pour faire l'apprentissage non supervisé. Alors, c'est là-dessus que je vais un petit peu parler. Je vais sauter un petit peu les histoires de mystère de la géométrie des fonctions de coût, qui est un petit peu technique. Et je vais, si je dois mentionner quand même, parce que j'ai dit que je mentionnerais le mot des vers de spin, donc c'est un petit peu là que ça se passe, que la fonction de coût des réseaux profonds en fait, est un petit peu similaire à ce qu'on appelle la fonction d'énergie des vers de spin sphériques. Et il y a beaucoup de résultats théoriques sur la question, donc on essaie d'utiliser pour essayer d'expliquer comment la structure des minima locaux et des points Cell dans les fonctions de coût des réseaux de neurones. Alors donc il y a 3 formes d'apprentissage, renforcement, supervisé, non supervisé. Et l'apprentissage par renforcement, c'est un petit peu ce qu'on utilise quand on entraîne un animal de cirque ou un animal de compagnie. On attend que l'animal fasse l'action désirée, puis on lui donne une récompense. Alors on ne donne pas à la machine ou à l'animal la réponse correcte, on attend qu'il produise la réponse correcte pour lui donner une récompense. Donc c'est une forme d'apprentissage très inefficace et très lente. Mais avec du succès pour des choses comme les jeux vidéo et le Go, parce qu'on peut complètement simuler l'environnement et faire tourner ça des millions de fois. Donc, bien que ce soit lent, ce n'est pas trop un problème, car l'environnement est simulé. L'apprentissage supervisé, on en a beaucoup parlé, et celui-ci fournit beaucoup plus d'informations à chaque exemple à la machine que l'apprentissage par renforcement. Et puis finalement, l'apprentissage non supervisé, qui est en fait l'apprentissage principal utilisé par les humains et les animaux, qui consiste à prédire le futur. Donc on entraîne nos cerveaux sur des machines à prédire le futur. Et on apprend beaucoup de choses sur le monde, sur la manière dont fonctionne le monde, en essayant de prédire le futur et puis en vérifiant que ces prédictions se vérifient ou pas. Alors j'ai une image un petit peu, disons, pas forcément avec laquelle tous mes collègues ne seraient pas forcément d'accord, mais c'est une image qui consiste à dire que si l'intelligence ou l'apprentissage est une sorte de gâteau, le gâteau lui-même, la génoise, c'est l'apprentissage non supervisé. Le glaçage du gâteau, c'est l'apprentissage supervisé. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors pour l'instant, on sait faire renforcement et supervisé, on ne sait pas faire non supervisé. Donc on est dans la même situation très embarrassante de nos collègues physiciens et astrophysiciens en particulier, qui sont dans la situation embarrassante que 95% de la masse de l'univers est de nature complètement inconnue. Nous, c'est pareil. 95% de la masse du gâteau de l'apprentissage est de nature complètement inconnue, ou en tout cas, on n'a pas d'algorithme efficace pour attaquer ce problème. Alors, l'apprentissage non supervisé, c'est ce qui permet aux bébés, aux animaux, etc., de savoir comment fonctionne le monde. Donc, par exemple, la notion de permanence d'objets, le fait qu'on réalise qu'un objet existe toujours même si on ne le voit pas, c'est quelque chose qu'on apprend en quelques mois. C'est ce qui fait que le jeu de Peek-a-Boo est très drôle pour les bébés, parce qu'on disparaît quand on se cache. C'est un peu le sujet de cette image. Et les animaux, bien sûr, sont bien conscients de cette idée de permanence d'objets. Cet orang-outan, là, à qui on fait un tour de passe-passe, se roule par terre de rire. Alors donc, par apprentissage non supervisé, on apprend comment fonctionne le monde, et c'est ce qui nous donne le sens commun. Et ce qui manque aux machines pour l'instant, c'est le sens commun. Donc si par exemple vous fermez les yeux, et que je dis Gérard prend son sac et sort de la pièce, j'espère Gérard que tu ne vas pas prendre ton sac et sortir de la pièce, mais je prends ça comme exemple. Vous pouvez imaginer toute une séquence d'actions qui va probablement se lever, étendre son bras, fermer sa main, marcher, il ne va probablement pas voler, à moins que tu aies des puissances surhumaines. Bon, on est rassuré.
Et puis ensuite, probablement ouvrir la porte et pas passer à travers, etc. Donc il y a tout un tas de contraintes du monde qu'on a appris simplement en observant le monde et qui nous permettent d'inférer des tas de choses à partir d'un petit nombre de mots. Et c'est ce genre de choses qu'on voudrait bien que les machines apprennent, et pour ça, il faut faire l'apprentissage non supervisé. Alors, c'est un sujet très complexe. Je vais un petit peu sauter la première partie. Je voudrais simplement dire que on a des systèmes maintenant qu'on entraîne avec ce qu'on appelle l'entraînement adversarial, que je ne vais pas expliquer, qui permet à un système c'est un petit peu similaire au système que j'ai présenté précédemment qui produisait des images de chaises. C'est un réseau convolutif, une espèce de boîte. On lui donne des nombres aléatoires à l'entrée et il produit des images en sortie. Et voilà des images qu'il produit. Donc il a été entraîné à produire des images de chambres à coucher. Et donc on lui donne quelques nombres aléatoires et pour chaque nombre aléatoire différent, il produit une chambre à coucher qui a l'air tout à fait raisonnable. Bon, elles ont des petits défauts, mais elles ont l'air raisonnables. Ou ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de ce qu'on appelle linéariser la variété des exemples, ce qui permet d'interpoler entre des images qui normalement sont très difficiles. Donc on peut avoir un système, par exemple, qui produit ces personnages de manga, et prendre un personnage de manga, un autre personnage de manga, et interpoler entre ces deux personnages dans l'espace abstrait qui a été appris par le système, et produire, pour chaque étape intermédiaire, en fait, un personnage de manga tout à fait raisonnable. Quelque chose qu'on ne peut pas faire dans l'espace de l'image, parce qu'on obtient une image... et on peut faire, encore une fois, de l'arithmétique sur les images. Alors voilà, un homme avec des lunettes, moins un homme sans lunettes, plus une femme, et ça fait une femme avec des lunettes. C'est quand même amusant. Alors, j'ai terminé sur un travail qu'on a fait très très récemment avec Camille Coupry et un de mes étudiants de NYU qui s'appelle Michael Mathieu, un jeune normalien qui est étudiant en thèse avec moi, qui consiste à essayer de faire de la prédiction temporelle sur la vidéo, donc essayer d'entraîner un système de manière non supervisée à prédire le futur. Et alors, il y a un gros problème à prédire le futur, c'est que c'est très difficile de prédire le futur. En fait, le futur est intrinsèquement non prévisible. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas observer. Par exemple, si on prend quelques images d'une vidéo, on ne peut pas exactement prédire ce qui va se passer dans l'image suivante, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans le monde qu'on n'observe pas. Donc, ce que fait la machine quand elle essaie de prédire, c'est qu'elle prédit une espèce de moyenne de tous les scénarios futurs possibles. Et ce qu'on obtient, c'est une image toute floue, un petit peu ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est les images d'entrée, puis les images floues, c'est la prédiction du système. En fait, ça ne marche pas du tout. Mais en utilisant ces techniques d'apprentissage adversarial que je n'ai pas expliquées, en fait, on arrive à des résultats assez corrects. Donc c'est des petites animations dans lesquelles les 4 premières images sont observées par le système, donc viennent d'une vidéo, et les 2 images suivantes, les 2 images qui suivent, donc qui sont indiquées par un tour rouge, sont prédites par le système. Et en fait, le système arrive à prédire que les mains bougent dans une bonne direction, que ce joueur bouge comme il faut. Donc ça, c'est les techniques précédentes qui ne marchent pas. L'archer bouge dans la bonne direction. Donc on commence à avoir un petit peu de succès là-dessus. On joue aussi un petit peu avec des choses comme ça pour prédire si une tour de cube va tomber ou pas. Et les systèmes sont très bons à prédire ce genre de choses. Alors, à quoi vont ressembler les machines intelligentes du futur? Elles ne vont pas ressembler aux humains. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent si les robots vont tuer tous les humains dans un scénario à la Terminator. Mais en fait, les comportements humains en fait, sont pilotés par la base du cerveau qui est construite en nous par l'évolution, et qui nous conduit à des comportements comme la jalousie, rechercher la compagnie d'autres êtres humains, parce qu'on est des animaux sociaux, mais aussi être sur la défense quand on se sent menacé, vouloir avoir accès à des ressources pour ne pas mourir de faim, etc. Et il n'y a aucune raison de construire ces pulsions de base dans les robots. Donc on peut construire des robots qui ne sont pas dangereux, pour cette raison-là. Bon, tous les détails, bien sûr, ne sont pas bien compris, mais c'est probablement ce qui permettra d'éviter des scénarios à la Terminator. Enfin, il y a peu de gens dans le domaine, disons, qui pensent que c'est un scénario probable ou possible, presque.
Voilà, donc je vais arrêter ici, vous remercier de votre attention, m'excuser d'avoir pris bien plus de temps que prévu, et puis peut-être pour certains d'entre vous, avoir le plaisir de vous revoir dans certaines de leçons futures. Merci beaucoup.